Un ennemi avant est un ennemi toujours ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Un ennemi avant est un ennemi toujours. Est-ce valide ou pas? N'y a-t-il pas de cas où un ennemi du passé finalement devient un ami de la vie? Si ce sont des cas qui arrivent, ce sont des cas très rares, n'est-ce pas? Ce sont des cas qui arrivent, mais des cas très rares. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une personne généralement ennemie dans le passé sera probablement ennemie dans le futur? Ou devrions-nous dire que c'est une histoire valide selon les cas? Parce que dans certains cas, ça dépend de ce qui a été fait, quel vice, quel mal a été fait sur vous pour définir si quelqu'un est vraiment votre ennemi. Dans le cas de trahison, dans le cas de trahison, par exemple, une personne qui vous trahit dans le passé, en livrant votre nom à vos ennemis, pourrait-il un jour, même après s'être excusé, devenir quelqu'un de fiable? Une personne qui a violé des enfants dans le passé, il a été incarcéré, sorti de prison. Pourrait-il travailler comme un honorable professeur d'école ou un jardinier dans la maison d'une personne qui a des enfants, des petites filles? Pourriez-vous lui accorder une chance, puisqu'il dit avoir changé sa vie et est devenu pasteur? Probablement pas, n'est-ce pas? Parce que il y a toujours ce grain du passé dont beaucoup de personnes pensent, sera toujours valide pour le reste de la vie. Faudrait-il faire confiance à une personne qui a déjà fait du mal dans le passé? Évidemment. Faudrait-il accorder une nouvelle chance à une personne parce qu'il a changé de vie? L'homme peut-il vraiment changer? Ou devient-il de plus en plus lui-même? Point d'interrogation. Je pense qu'il est essentiel de voir ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il y a eu une proposition d'envoyer des militaires, c'est-à-dire envoyer une force neutre pour garder la paix, préserver la paix. Nous savons déjà à partir de là qu'il y a eu une proposition qui a été signée entre les États-Unis et l'Ukraine proposant une trêve de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Point d'interrogation. Mais pendant cette trêve, pour essayer de discuter sur une paix permanente en Russie. Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%, тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію, Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. Але все ж таки про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. Les Russes, sans officiellement le dire, pensent que pourquoi avons-nous besoin de 30 jours de calme si on peut immédiatement trouver une paix solide immédiatement? Et pour avoir cette paix, il faut faire des concessions. Quelles sont les concessions? Les Russes veulent que les Ukrainiens reconnaissent l'indépendance de certaines régions ukrainiennes, étant russophones et libres. Ils veulent aussi que l'Ukraine reconnaisse officiellement l'annexation depuis 2014 de la Crimée. 2. Les Russes veulent la neutralité de l'Ukraine dans cette histoire. L'Ukraine ne fera pas et jamais partie de l'OTAN et n'y aspirera jamais. Numéro 3. Les Russes veulent une démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y ait une contrôle et surtout une réduction de l'armement ukrainien pour éviter d'éventuelles tentatives d'attaque dans le futur. Numéro 4. Les Russes veulent que les Ukrainiens accordent l'autonomie à certaines régions ukrainiennes qui désirent devenir russes. Les Russes veulent que les Ukrainiens arrêtent de recevoir le support ou le soutien militaire venant de l'Ouest. Les Ukrainiens seront-ils prêts à accepter ces demandes de la Russie? Point d'interrogation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont en guerre aujourd'hui. Il y a eu une proposition de Macron précédemment qui voulait qu'il y ait une force neutre de 30 000 personnes sur terrain en Ukraine. Donc des gens, des Français, des Irlandais, des Britanniques, des Australiens, pour venir comme force de paix en Ukraine. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui, elles n'iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Et Sergei Lavrov a ouvertement dit que c'était inacceptable, en disant cette force neutre est-elle vraiment une force neutre? Macron says let's stop in 1 month, peacekeepers would be deployed, then we'll see what to do next. The presence of the troops from NATO countries under any flag in any capacity on Ukrainian soil is the same threat.
Peut-on accorder la confiance en tant que force neutre à une personne qui s'est clairement énoncée comme ennemie de la Russie, parlant ainsi de la France, l'Angleterre, l'Australie et les autres pays? Why should we give consent to the peacekeeping force or peacekeeping group even, not force, though they want force, from the composed of the countries who declared us an enemy. And they would come as peacekeepers. Lavrov dit que toute force étrangère qui sera en Ukraine sous forme de force de paix sera considérée comme cible légitime. La question qu'il faut se poser ici est celle-ci. Pourquoi la Russie accepterait cette trêve de 30 jours? Quel est son intérêt? Parce qu'en réalité, sur le terrain, ils sont en train de gagner le combat. Ce n'est peut-être pas flagrant, mais c'est progressif. Chaque jour, on entend des nouvelles selon lesquelles les Russes ont récupéré tel village, et un autre, et un autre, et un autre. Pourquoi serait-il, pendant ce moment très important de cette guerre, donner de l'occasion, une opportunité aux Ukrainiens de se regrouper? 30 jours, c'est suffisant pour réarmer l'Ukraine. 30 jours est suffisant pour réorganiser la nation. 30 jours est suffisant pour réinstaller, réinstituer, reprogrammer, réinfiltrer, réentraîner, rééquiper toute une nation pour se relancer dans une guerre frénétique. À qui est-ce que les 30 jours profiteraient, en effet? Pour l'instant, c'est à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la Russie accepterait ces 30 jours? Point d'interrogation. Ce qui est évident est que la Russie veut qu'on finisse la guerre en respectant les termes qu'ils ont proposés. Mais il y a un élément très intéressant qui rentre dans l'équation. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, maintenant là, les intérêts des Américains sont soutenus. Donald Trump a fait une proposition à l'Ukraine de recevoir au moins 50% de ce qu'ils ont sous terre. L'Ukraine, après avoir refusé à plusieurs reprises, a finalement accepté, concédé. Pourquoi l'Ukraine a accepté? Ils ont accepté parce qu'ils ont réalisé que sans l'aide des États-Unis d'Amérique, ils seront incapables de gagner cette guerre contre la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donner 50% de ce que nous avons sous terre aux Américains pour regagner notre nation, regagner notre terrain, probablement gagner la guerre contre la Russie si jamais les Russes attaquaient. Parce que la question qui s'ensuit est celle-ci. Les Américains resteraient-ils les mains croisées si la Russie attaquait et prenait prise des terrains pour lesquels ils ont des intérêts de 50% maintenant? C'est une question très difficile à élucider, mais la réaction est celle-ci. À partir du moment où l'Ukraine avait reconnu qu'ils accepteraient de signer cet agrément avec les États-Unis d'Amérique, les États-Unis ont immédiatement rétabli la connexion Internet qui était coupée quelques jours avant. Ils ont rétabli le partage de communication et de renseignements qui leur avait été privé pendant un moment. Ils ont aussi résumé l'aide qu'ils donnaient à l'Ukraine sur le plan militaire, équipement et financier. À la suite de cette avancée positive, le président a décidé de lever la suspension de l'aide et de l'assistance à la sécurité à l'Ukraine avec effet immédiat. Les Russes disent qu'ils considéraient comme ennemis ou comme cible légitime toute force qui se présentera en Ukraine sans leur autorisation. Donc avant d'aller là-bas en Ukraine, il faudrait l'autorisation de la Russie. Mais apparemment, les Occidentaux sont en train de se préparer pour aller en Ukraine comme force neutre sans recevoir l'autorisation de la Russie. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Point d'interrogation. On sent déjà dans cette histoire, les amis, un changement total de direction. Au départ, les Européens paraissaient comme des pays neutres qui simplement voulaient aider l'Ukraine sur le plan extérieur. Mais là, avec l'engagement d'Emmanuel Macron, les financements directs de Keir Starmer à hauteur de 2 milliards de dollars pour pousser l'Ukraine vers la victoire de cette guerre, nous démontrent directement que l'OTAN, avec les États-Unis d'Amérique, sont peut-être prêts à faire une guerre directe avec la Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.